Bonjour et bienvenue au Bureau des auteurs. Donc c'est un podcast où on va inviter des gens de l'audiovisuel, de la musique, du cinéma, bref des créateurs en général. Aujourd'hui nous recevons Robin et Flavien. Bonjour. 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 Et je suis accompagné de Tomek Moulin. Bonjour. Est-ce que vous allez bien ? Très bien. Parfaitement, merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, de nous donner votre nom et votre prénom et nous raconter une anecdote si vous avez assez incroyable à nous raconter ? Tout à fait, on refait le jeu de je commence, tu commences, je commence, ok. Je te laisse. Merci. Je m'appelle Robin Aliel, je suis cadreur, réalisateur, monteur à mon compte depuis 4 ans maintenant. Avant salarié de l'association PayPay, j'en parle rapidement parce que je faisais beaucoup d'événementiels et de production audiovisuelle avec eux. Aujourd'hui, je suis aussi formateur au sein de Studio M. Pour l'anecdote à vous raconter, c'est pas vraiment une anecdote, mais j'ai acheté une maison et c'était tellement une galère qu'en fait j'ai 1000 anecdotes à vous raconter. Acheter une maison, être indépendant, ne rien comprendre quand on nous parle à la banque et se sentir débile et complètement exclu en fait de la société. C'est pas une anecdote très fun, mais franchement je crois que ça va marquer ma vie pour un bon bout de temps et que je le ferai peut-être qu'une seule fois dans ma vie en vrai. Voilà. Plus de rachat de maison. Plus de rachat de maison. Acheter qu'une seule maison. Ouais. Ou des apparts. Ouais. Je vais pas en avoir trop, quoi. Non. Ouais, je comprends. Moi, je me présente, Flavien Caron. Je suis réalisateur, monteur, régisseur, assistant de réalisation. Enfin bref, je fais aussi un peu couteau suisse. Je fais le café, mais j'en bois pas. C'est ça qui est important à dire. Donc pareil, je suis revenu sur Angers après mes études et j'ai rencontré Robin en arrivant sur Angers. On a travaillé un petit peu ensemble à l'association PayPay. Et après, j'ai continué à travailler avec eux aussi pour faire un petit peu le sorte de passation. Ouais. J'étais une sorte de passe-plat humain. et puis voilà. Puis après, je me suis pareil mis à mon compte, beaucoup dans la réalisation et l'assistanat de réalisation et un petit peu de régie et de production. Et je suis aussi formateur à Studio M. Voilà. Donc pour un peu expliquer aussi, c'est nos profs aussi également. Donc toi, tu es notre prof d'analyse filmique. Toi, tu es là pour Projet 1 aussi. Tout à fait. Ouais, allez voir d'ailleurs l'émission avec Hélène du coup. Du coup, on allait parler un peu de votre rencontre, mais du coup, vous en avez parlé aussi avec l'association PayPay. Mais donc, quand tu as rencontré du coup Robin, est-ce que tu avais déjà des connaissances en audiovisuel ou juste tu sortais de ton BTS ? Moi, j'avais avant d'aller en BTS, je faisais déjà beaucoup de vidéos avec mes amis, au lycée. J'étais pas dans un lycée avec une option cinéma, mais j'avais des copains avec qui on avait des accointances, on va dire, pour le cinéma. Donc j'allais beaucoup au cinéma. On avait toujours une caméra dans les mains pour faire des petits scénarios, des petits courts-métrages, et du coup d'apprendre un petit peu les techniques en se craquant, on va dire. C'est en se rendant compte que ça marchait pas qu'on a appris aussi un petit peu, et en fait ça m'a donné de fil en aiguille envie de me dire que c'était pas juste une passion, mais peut-être que je pouvais en faire ma vie, plutôt que de me dire que j'allais faire un métier qui ne m'intéressait pas et puis garder mon temps libre pour le faire. Comment t'es passé de... Je crois que t'as fait un BTS gestion de production, si je me trompe pas. Comment t'es passé de la gestion de production à réalisateur ? Du coup, en me donnant dans l'idée de faire de l'audiovisuel mon métier, je me suis dit par quelle porte je peux rentrer. Et j'avais une formation qui était beaucoup plus économique et sociale. Et je sais que dans certaines options, ils cherchaient plutôt des profils littéraires ou des profils scientifiques. Alors moi, j'étais un peu entre les deux, donc je suis passé par la porte je passais par la gestion de production, sachant que j'avais fait une année de droit en me disant « mince, je sais pas trop ce que je vais faire plus tard dans ma vie, donc je vais passer par là ». Et en fait, c'était aussi parce que je savais que mon dossier pour rentrer dans cette école passerait mieux en gestion de production, et que la gestion de production, l'apprendre à l'école, c'est plus facile que de l'apprendre tout seul chez soi. Et en fait, le fait d'être dans un BTS, après, tu croises toutes les options, tu peux rester, faire des projets communs, voilà. Donc, ce qui est marrant, c'est que toi aussi, tu as fait du graphisme, tu as fait BTS graphisme, je crois. Complètement, ouais. Vous êtes des milieux très différents, enfin pas si différents que ça, mais quand même, et vous êtes tous les deux arrivés au même objectif. Donc comme quoi, on peut partir de nulle part et arriver réalisateur. Comment t'es passé aussi toi, du graphisme à réalisateur ? C'est quoi la transition qui s'est passée entre les deux ? Alors, la transition, sortie de lycée, il y avait un peu de dépit, je savais pas trop où aller. En fait, j'avais une méconnaissance quand même des métiers qui étaient proposés dans l'avenir, tu vois, tout ça, de réalisateur, cadreur, tout ça, c'était des trucs. Franchement, jamais personne nous en avait trop parlé.
le graphisme, ça me parlait, la publicité, il y avait un truc un peu plus généraliste qui en fait était de la création, et c'était ça qui m'intéressait finalement, c'était plus la créa visuelle que le graphisme pur. Donc je me suis dit qu'en allant me ranger là-dedans, j'arriverais à toucher des milieux qui m'intéressent, quoi. Je parle pas de milieux sociaux, hein, mais tu voulais des rester milieux... dans le milieu artistique. Ouais, moi c'était là-dedans que je voulais évoluer là-dedans, pardon, mais je ne savais pas sous quelle forme. Est-ce que c'était à travers l'événementiel? Est-ce que c'était à travers le design? Est-ce que c'était à travers l'audiovisuel? Voilà. J'ai rencontré Thierry Etier, qui était mon professeur. Du coup, qui est un de nos profs aussi, on peut expliquer. Ouais. Tout à fait. Donc j'ai rencontré Thierry lors de mon BTS, et il y avait donc une option audiovisuelle qui était très légère, hein, c'était 3 heures par semaine. Et puis en fait j'ai foncé dedans, et ma première et deuxième année finalement j'ai fait quasiment que de l'audiovisuel. C'était plutôt arrangeant parce que c'est un diplôme anglais, et donc du coup j'ai pu articuler la validation de mon diplôme exclusivement autour de l'audiovisuel. Okay. Donc dedans il y avait évidemment un peu de graphisme, un peu d'animation de logo, trucs comme ça, de la photo, mais j'ai quand même vraiment axé sur le fait que c'était de l'audiovisuel que je souhaitais faire, et l'école m'a laissé libre là-dessus. Et en même temps j'ai été embauché donc à PayPay pendant que je faisais mes études, donc je commençais déjà à avoir un pied un peu plus grand aussi. Peut-être tu peux expliquer ce que c'est l'association PayPay, peut-être. Carrément. Alors je vais vous donner une photographie de mon époque. Aujourd'hui ça a un petit peu changé, je vous parlais de ce que moi je connais de cette association. C'est une association qui est là pour promouvoir les cultures émergentes, artistiques, donc musicales, graphiques, l'art en général, quoi. Et donc on avait un lieu, une maison au 49 rue du Pré Pigeon, dans laquelle on accueillait au minimum une fois par semaine, soit un workshop autour de la musique, soit un concert. Une vidéo d'ailleurs dessus. Tout à fait. Une bonne centaine. Mais voilà, donc moi je suis arrivé là-dedans, il n'y avait pas de salariés, il n'y avait rien, il y avait juste une administratrice, et puis ils m'ont proposé d'abord de faire la communication, puis de faire l'embauche, et moi très vite je me suis dit que ce qui était intéressant avec ces artistes émergents, on leur donnait un espace d'expression, ça c'était cool, mais le mieux c'était de finalement garder ce moment en vidéo pour que derrière eux, en l'occurrence, peuvent se développer pour aller démarcher d'autres salles de concert, avoir en fait des produits digitaux comme de la photo, comme de l'image, pour pouvoir aller démarcher d'autres structures qui, eux, les accueilleront à terme pour faire des concerts, des trucs comme ça. Donc ça a été un peu un commun accord. Ils venaient jouer chez nous, on les filmait, ils repartaient avec de la vidéo, quoi. Mais est-ce que du coup, parce que tu as fait un reportage qui s'appelle Oreille sur ma ville, je crois, un truc comme ça. Oui, carrément. Alors ça, c'est mon projet de fin d'études que j'ai pas tout à fait pu aboutir. Ça me fait très plaisir que tu m'en parles. Mais en vrai, il est pas si mal. Du coup, on a pu le regarder, et en vrai, il est pas si mal que ça. Mais je trouve que pour un projet de fin d'études, et ce qui est aussi très particulier, c'est que tu t'es directement spécialisé dans la musique. Et toi aussi, du coup, tu fais beaucoup de clips musicaux. Pourquoi directement vous êtes spécialisé dans le clip et pas forcément vers la fiction? Alors, sachant que beaucoup directement se tournent directement vers la fiction, tu vois. Et moi j'ai une double question en même temps. Est-ce que pour toi du coup qui a fait un BTS gestion de production, la technique ça a été assez galère, ou alors t'as appris en faisant ou En fait moi au départ avec mes potes je faisais de la fiction et en fait je me suis rendu compte que quand t'es tout seul, faire le son, l'image plus faire plein de avoir toutes les casquettes, c'est compliqué si tu veux avoir quelque chose de qualité, mais en même temps j'avais pas les contacts pour me dire là je vais trouver tant de personnes qui sont qualifiées pour travailler bénévolement sur des projets, choses comme ça. Et en fait je me suis aussi rendu compte que le clip, moi je le voyais pas forcément comme juste des images pour illustrer un propos, mais c'était aussi une manière d'exprimer des histoires, d'écrire des scénarios autour. Je sais il y a plein de gens qui font des clips sans forcément vouloir scénariser ou raconter quelque chose. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter des histoires, et ça me permettait d'avoir contrainte de temps, contrainte de rythme et de style un petit peu. Donc en fait, ça me permettait aussi de cadrer d'une certaine manière. Cadrer, ouais, c'est ça. De me dire, là, j'ai 2 minutes 30, il y a un refrain qui est assez court, mais il faut qu'à un moment donné, ça parte. Donc dans mon histoire, il faut qu'il y ait un rebondissement. Et j'ai 100 € pour acheter la nourriture. Donc après, ça permet aussi de travailler beaucoup sur la débrouille, ce genre de choses. Et moi, je sais que des réalisateurs comme par exemple Michel Gondry, qui sont qui a fait Eternal Sunshine, voilà. Ouais, mais là qui sont des grands films. Ça. Il a fait plein de choses aussi. Il a fait pas mal de pubs, je crois aussi. Beaucoup de clips. Et pas mal de clips, mais surtout avec un petit côté carton-pâte un peu, même si c'est effet carton-pâte, je pense, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent dessus. Il y a ce côté de t'as une caméra et t'as des idées, et si tu sais ce que tu veux, tu peux le faire. Après,
faut voir le degré d'exigence que tu te mets. Mais du coup, est-ce que Michel Gondry, c'était une référence pour toi ou... Oh, carrément. Moi, je sais que en fait, c'est aussi des personnes qui émergeaient d'une contre-culture musicale, justement, parce que le clip, en fait, c'est une méga contre-culture dans l'audiovisuel. Les pubs et le court-métrage. C'est pas forcément un truc qu'on pense en premier quand on dit audiovisuel. Moi, la plupart pensent à fiction directement, alors que clip, c'est quand même tout un univers, quoi. Souvent, on dit il y a fiction, documentaire, on va dire, et publicité, et on va dire le parent pauvre, c'est le court-métrage et le clip, voilà. Ouais. Non, le clip, c'est même pas vu comme un art, en fait, c'est vu comme juste un outil promotionnel. Et Michel Gondry, c'est quelqu'un, moi j'ai l'impression en tout cas parfois, c'est des gens qui émergent d'une contre-culture et qui amènent au rang d'art des choses qui sont pas forcément légitimes pour certains. Pourtant les clips, on se rend compte des fois c'est là où on peut tester le plus de choses, enfin niveau effet ou tout ce qu'on fait sur un tournage, on est vraiment super libre et ça apporte de la création, même du coup pour après faire des fictions, ça donne plein d'idées ou des choses comme ça, quoi. Carrément, je pense qu'il y a une libération de la créativité dans les clips qui est assez folle, parce qu'on est effectivement entre la pub, la fiction, le film, c'est un mélange finalement de beaucoup de courants et qui ne sont même pas toujours liés à l'audiovisuel, et c'est ça que c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est un mélange de deux univers aussi, le mélange entre l'audiovisuel et la musique. Complètement. Mais même il y a aussi l'aspect de, en fait, il y a tout un cinéma qui existe quasiment plus, de série B, de genre, du fantastique, de l'horreur, de plein de styles de cinéma qui ont un peu disparu parce que pas vendeurs ou choses comme ça. Aussi un peu en ce moment. Ouais, mais sauf que ce genre-là, tu le retrouves bien plus maintenant dans les clips parce que tu as beaucoup moins de contraintes pour faire quelque chose. En fait, ce qu'il y a aussi, c'est quand on va chercher aussi, il y a un rapport de financement aussi au producteur. Quand on vend un projet qui n'est pas forcément peut-être tout en vue, peut-être il va moins donner d'argent. Donc peut-être le clip permet aussi de développer quelque chose qui est moins vu peut-être. Ouais, et puis je vois qu'il y a beaucoup de boîtes de prod aussi qui acceptent des clips parce qu'ils veulent donner une jolie image à leur catalogue. Il y a en fait, la majorité des gros clips qui sortent, c'est des boîtes qui font de l'investissement finalement. Ils investissent sur des réalisateurs, ils investissent sur des esthétiques pour derrière pouvoir vendre plus de projets publicitaires, plus de projets de fiction et trucs comme ça. Je pense pas que c'est quelque chose qui leur rapporte directement, mais par contre c'est quelque chose qui fait que ça ramène une image très flatteuse. Ça fait une belle vitrine un peu. Oui, carrément. Regarde les derniers clips de Rosalia par exemple, je pense que ça coûte beaucoup de thunes, je sais pas ce que ça leur rapporte, mais tu regardes ce clip, t'as juste envie d'aller voir ce que la boîte elle fait derrière, et puis si toi t'as une belle entreprise, t'as envie de leur acheter des trucs, quoi. C'est beaucoup pour la communication, c'est beaucoup plus utilisé pour ça. C'est ça. Ouais, et puis il y a la direction artistique des artistes aussi qui entre en jeu et qui peut être hyper intéressante, parce que je sais que par exemple dans le rap en France, il y a eu une émergence de devoir de créer des personnages grâce à l'audiovisuel qui n'était pas forcément au départ un outil pour ça. Par exemple, quand on pense à Laylo qui a quand même, ou PNL, c'est des gens qui ont révolutionné aussi l'utilisation du clip, où leur musique ne s'étend pas juste à leur musique, mais aussi à tout l'univers qu'il y a autour. Ça crée toute une esthétique propre au personnage, quoi. C'est ça. Mais du coup, là, c'est un intérêt qui n'est pas forcément lié au clip lui-même, mais aussi à toute l'atmosphère qui s'en dégage. Et on va dire c'est une création un peu à 360 qui est intéressante aussi. Et j'ai aussi une question, est-ce que quand vous faites un clip, c'est vous qui avez l'idée du clip ou c'est l'artiste qui vous guide ou pas ? Par exemple, vous avez fait pas mal de clips pour Cahu, je crois. Chahut, je prononce mal. Mais est-ce que c'est lui qui vient vous dire, est-ce que vous pouvez faire un clip pour moi, ou c'est vous qui venez en disant, moi j'ai un clip j'ai une idée de clip pour cette musique et tout Moi j'avoue que c'est assez particulier avec Charles donc Chahut, parce que je pense qu'on a une relation qui est amicale, qui est peut-être plus forte que juste de professionnel. Donc en fait, c'est à force de discussion aussi qu'on part dans des thèmes ou des choses comme ça. Et donc moi, des fois, je lui dis « Ah, ce morceau-là, il me fait penser à ça, est-ce que ça t'intéresse ?» Et puis il me dit oui ou non. Ou au contraire, il me dit « Tiens, j'ai une idée en tête, et est-ce que ça t'intéresse de creuser dessus ?» Donc je pense que Charles, pour moi, c'est un peu une sorte d'ovni parce qu'on travaille, mais en fait, il y a vraiment énormément de liberté. Là où je pense qu'il y a d'autres artistes où il y a quand même un petit peu une vision. Et après, des fois, vous avez des commandes quand même où il dit l'artiste c'est très précis et vous faites ça comme ça ou pas? Je sais pas toi comment tu ressens ça. Mais... Je dirais pas que c'est des commandes, il y a plus une direction artistique générale sur un album, un artiste, des trucs comme ça, à laquelle il faut
qu'il faut suivre entre guillemets, donc c'est plutôt des choix dans l'esthétisme et tout ça. Après, je pense qu'à partir du moment où il fait la démarche d'appeler un réalisateur, déjà il a le choix d'appeler un réalisateur ou une réalisatrice, il a le choix d'appeler n'importe lequel entre guillemets, celui qui lui plaît le plus. Donc il y a forcément une part de nous tout le temps dans les clips. Après, à quel point, effectivement, je pense que c'est variable. Je te rejoins sur Charles. Charles, c'est quand même, on fait tout ce qu'on veut finalement. Enfin tout et pas n'importe quoi, mais on fait un peu ce qu'on veut. Moi, quand je travaillais avec Rezinski à l'époque et Stav maintenant, il y a déjà, c'est un personnage qui est plus il a défini plus de limites dans son personnage, donc il y a quelque chose qu'il faut suivre pour que ça représente sa musique. Parce que déjà Stav aussi il faisait un peu de clips aussi de son côté, parce qu'il a fait pas mal de montage, je crois, aussi pour toi. Il fait beaucoup de montage pour moi. C'est un très bon monteur. Il est très multicasquette, Benjamin. Il écrit, il chante, il fait de la vidéo, et voilà, c'est... Voilà, et par contre, pour le clip, est-ce que vous pensez que c'est plus facile entre guillemets de se lancer par exemple dans une fiction? Parce que vu qu'on a déjà la musique, est-ce qu'on a des idées plus rapidement? Ou alors c'est quand même dur d'imager de la musique ou quelque chose comme ça? Bon, je sais pas. En fait, je pense que ça dépend aussi énormément des réalisateurs ou des réalisatrices. Et du budget aussi. Parce qu'en fait, on n'a pas évoqué ça depuis le début. Mais il y a quand même un gros truc là-dessus qui est le budget, mine de rien. Parce qu'on a beau donner toute la volonté qu'on souhaite, il y a un moment quand il faut commencer à louer des lieux, à louer des bagnoles, à juste remettre de l'essence dans les bagnoles qu'on a louées, ça devient compliqué. Donc je pense que oui, on est libre, mais il y a quand même une limite. Il y a le plafond de verre, c'est l'argent, quoi. Ça restera toujours ça. Même si on se fait pas payer, t'as 100 balles, qu'est-ce que t'en fais, quoi. Et puis faut pas avoir des idées trop extravagantes ou quoi, parce que si tu pars trop loin, tu peux pas les réaliser, quoi. Moi, c'est là où, pardon. Et moi, c'est là où le clip m'attirait de fou au début. C'est un peu moins vrai maintenant. Alors quand je dis au début, c'est dans 2008, 2009, 2010, quoi. En fait, c'est un peu YouTube finalement quand YouTube est arrivé. Commencer à avoir des réalisateurs qui avaient pas de thunes mais des idées de fou, et ça m'a mis ma gifle, quoi. Je repense à les battements de L'Homme Pâle qui m'avait vraiment mis une claque, qui était réalisé par Mohamed Chaban. J'étais à son concert hier, du coup. Ah ouais, j'y vais ce soir. C'était bien. Et calmez-vous, là. Et je repense à ce clip, quoi, qui est sorti en 2012 ou 2013, un truc comme ça, où c'est juste un truc de transition. Je pense que ça leur a coûté genre 0 € à part du temps. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, en fait, c'est l'idée qui prime, quoi. Et c'est pas forcément que l'argent. Après, toi, t'évolues, tu développes tes idées, t'as plus d'ambition, t'as besoin de plus de moyens pour aller plus loin. Mais ce que j'aimais bien dans le clip, c'est qu'avant tout, ça pouvait partir d'une très bonne idée. Voilà. Ouais, et puis moi je sais que par exemple, il y a des réalisateurs qui fonctionnent peut-être plus en termes d'image, de dire tiens, moi j'aimerais bien que là il y a une forêt, là il y a je vois une voiture, n'importe quoi. Moi je sais que par exemple j'ai beaucoup de je réfléchis beaucoup sous la douche, donc voilà, je sais que parce que je très grosse facture d'énergie chez Flavien. Et non, mais tu vois, c'est des fois j'écoute une musique et en fait j'ai tout de suite un scénario qui vient dans ma tête. L'image qui arrive directement. Ouais. Parce que je me dis, elle me fait penser à telle chose. Mais moi, c'est une grande facilité de penser de cette manière-là parce que c'est ma manière de faire. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de peut-être lire les paroles, il y en a qui ont peut-être besoin de regarder des films, de s'abreuver d'autres médiums pour arriver à écrire une histoire aussi autour. En fait, je pense qu'il n'y a pas véritablement de manière d'écrire un scénario de clip. Non. Moi, je sais que souvent j'ai des images très précises dans ma tête et j'essaye de les mettre. Est-ce que tu crois que tes images viennent toujours d'une inspiration à un film ou quelque chose comme ça, ou c'est juste ça vient naturellement? Peut-être des idées par exemple de plans peut-être qui vient de films et tu dis tiens si j'essaie de les refaire ou un truc comme ça. Je pense que c'est inconsciemment, ça tu peux le ressentir parce que je suis sûr, je pense pas que tu puisses des fois je pense que c'est très compliqué de se dire j'ai rien vu de cinéma, j'ai aucune culture et je vais réussir à faire quelque chose d'original ou je vais réussir à trouver une patte particulière. Je pense qu'à force de regarder des choses inconsciemment, tu as des images qui sont dans ta tête. Après, moi, je sais que je réfléchis beaucoup en termes d'émotion et d'énergie. Et du coup, en fait, l'énergie que je mets au personnage ou l'émotion que je veux transmettre au personnage, après, ça amène un peu tout ce qu'il y a autour. Donc, je pense que, par exemple, le fait de comprendre comment une émotion est créée, c'est plus facile après de le faire dans un clip, mais il y a des
des milliers de façons de le faire. Donc après, c'est un peu... Est-ce que des fois vous imaginez, genre sur des grosses musiques, on va dire, que vous écoutez, un clip que vous pourriez faire ou alors c'est vraiment sur des petits artistes où vous trouvez ça plus simple Vas-y. Bon, moi, en vrai, je fonctionne beaucoup à la commande. Hein. Enfin, c'est-à-dire que si on me demande de me mettre sur un sujet, je vais y aller. Mais parce que la vérité, c'est que moi, je préférais faire du documentaire. Moi, j'ai un rapport à la réalité que, tu vois, la fiction, c'est pas quelque chose qui me parle trop. Donc, j'ai plus un rapport à la réalité et c'est très, très dur à retranscrire la réalité, en fait. Oui, Donc, il me faut un sujet pour pouvoir avancer et il n'y a pas oui, j'ai des images qui viennent en tête, tu vois, des trucs, mais de là à te dire que j'ai un cadré début, en fait. ouais, Okay. ouais, moi j'aime bien être cadré, j'aime Okay. bien avoir un pas forcément un brief, mais la musique elle te cadre quand même déjà dans le cadre du clip, mais après voilà, moi j'aime bien avoir des artistes qui ont des fortes personnalités quand même, tu vois, des gens qui c'est pas combien de fois on a reçu des mails, j'ai besoin d'un clip, tu vois. Ouais. En fait, ça veut rien dire pour moi. Ça veut rien dire déjà pourquoi tu as besoin d'un clip. Et je voulais reparler de ça tout à l'heure, mais il y a un côté très à double tranchant maintenant sur le clip parce que c'est devenu autant un objet visuel qu'un objet de communication. Ouais. Donc on a l'impression que tous les artistes sont à la course à l'image, ce qui fait qu'on a quand même une perte de qualité. Il faut encore instantané un petit peu aussi. Ouais, c'est ça. Mais des fois, on va plus parler d'ailleurs du clip peut-être que de la musique elle-même. Je pense à par exemple PNL ODD qui avait fait un truc sur la Tour Eiffel. Je pense qu'on parlait plus du clip que forcément la musique directement, tu vois. Ouais, et en même temps, c'est encore le c'est encore le titre le plus streamé de Spotify 3 ans après, et les gens regardent. Enfin, les gens regardent encore le clip, mais en vrai, le morceau, il vit encore derrière. C'est ça. C'est là où le clip c'est violent, c'est que ça a une durée de vie qui est quand même extrêmement courte, quoi. Je veux dire, PNL, tu l'as vu une fois. Bon, on va peut-être le regarder encore 2-3 fois parce que vraiment, il nous met une claque. Mais après ça, bon, tu vas passer au suivant, ce sera pas PNL, ce sera PLK, et puis voilà, tu vas te reprendre une autre. Par contre, le titre, lui, il reste. Ça a été un moment de ta vie, ça restera toujours un souvenir de ta vie, quoi. Le clip, oui, il peut déclencher un truc chez toi, mais je pense que voilà, le morceau a vraiment une durée de vie bien plus longue. Et c'est là, je trouve qu'en tant que réalisateur, moi je fais plus de clips quasiment parce que c'est trop violent en fait. Tu passes 6 mois à bosser sur un truc, 3 mois à bosser sur un truc, ça sort, une semaine après t'en parles plus, et puis l'artiste il va en avoir 3 autres dans les 2 mois. Voilà, il y a un côté un peu égo là, dans ce que je dis, mais tu veux quand même que ton travail il marque quand même. Ils vivent. C'est pas vraiment que des projets que toi tu portes en fait. Exactement. Par rapport à un documentaire, tu peux le faire vivre sur plusieurs années, où tu vas aller le montrer, je sais pas, dans des écoles ou sur des plateaux télé, tout ça. Alors qu'un clip c'est une fois et puis après tu le lâches et c'est à l'artiste limite et c'est pas vraiment ton clip en fait. À 100%. C'est pas personnel. À 100%. Ouais. Moi j'avoue que je fonctionne parfois plus au coup de cœur, savoir. En fait, avec les artistes maintenant où je travaille régulièrement, avec qui je travaille régulièrement, là où avant, pareil, je recevais un mail et j'écoutais la musique et je disais ouais, je pourrais peut-être faire ça, machin. Au final, j'en faisais 20-30 par an et puis je me rendais compte que j'en pouvais plus à la fin de l'année. Que, toi, ça t'apporte pas grand-chose finalement. Et que ça me sert à rien, surtout que t'as aucune contrepartie et tout. Ni thune, ni voilà. rien. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, si je choisis genre 4 artistes que j'adore, et par contre, comme je les adore, je mets à fond dedans, j'en fais beaucoup moins, mais quand j'en fais un, je sais que j'en suis fier à 100%, des choses comme ça. C'est pas le même rapport. Et du coup, effectivement, y a Instagram qui fait qu'il faut toujours être productif, sinon t'es invisible. Il y a plein de choses qui font que t'as l'impression d'être dépassé quand tu vois que les clips que t'as pas fait, c'est d'autres personnes qui font. Donc tu te dis, mince, j'ai raté le coche, choses comme ça. Et en même temps, quand tu sors quelque chose dont t'es vraiment fier, ça, pour moi c'était ça surtout le plus gros conflit, c'est de se dire est-ce que je prends tout ou est-ce que je choisis ce que je veux. Ne pas faire les choses à la chaîne en gros. C'est ça, mais du coup par exemple tu vois quand tu disais est-ce que des fois vous êtes inspiré par d'autres artistes, de grands artistes, choses comme ça, quand des grands artistes sortent des albums, comme j'ai pas pu l'écouter avant que ça sorte, je me dis quand je vois le clip et que je me dis mais j'aurais pas du tout fait ça, des fois ça me dégoûte un peu. Au contraire des fois je fais l'idée elle est folle et tout. Et pareil, des fois avec des artistes par exemple qu'on connaît, qui nous ont envoyé la tracklist des mois avant pour me dire voilà, est-ce que tu as une idée de clip sur lequel tu veux faire le morceau. Il y a des morceaux où je me dis tiens celui-là j'ai trop une super idée parce que ça... Est-ce que ça s'est passé comme ça pour le premier plan ou pas du tout, le clip que tu as eu pour Chahut? Premier plan parce que tout est en animation du coup. Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée de faire ça comme ça ou c'est Chahut qui est venu te voir en disant j'ai une idée de clip, je veux faire tout en animation ou quelque chose comme ça? C'est un mélange de contraintes parce que en fait on était j'ai commencé le clip pendant le confinement, donc on pouvait pas tourner à l'extérieur.
et j'avais pas de matériel, je pouvais pas avoir d'acteur, je pouvais rien avoir. C'était vraiment le premier confinement strict, on pouvait rien faire, donc je m'étais dit j'ai jamais fait d'animation, c'est parti. Et T'as demandé l'aide du coup à Robin? Pas du tout. Moi, j'ai jamais fait d'animation. T'as jamais fait? Non. Peut-être avec le graphisme, je me suis dit peut-être. Ouais, non, pas du tout. Non, après, tu vois, j'ai essayé de retransmettre on va dire l'aspect scientifique et physique d'une caméra, d'un objectif sur ce que je pouvais faire moi avec mon talent de dessin qui n'existe pas. Donc de faire plutôt des collages, des choses comme ça. Et donc du coup c'était une contrainte et en même temps c'était un moment où Charles et moi on avait des émotions qui se retrouvaient, on va dire. Et donc on s'est très fortement aussi retrouvés, on va dire, hors clip, sur des choses qui étaient voilà, enfin vraiment on avait plein de choses à se dire qui se recoupaient facilement. Donc en fait ce clip là il est assez particulier parce qu'il s'est fait d'une rencontre hors du travail et qui a amené à aussi moi j'avais besoin de passer mes nuits à faire quelque chose parce que j'arrivais pas à dormir. Je pouvais me taffer 6 heures de l'animation pour faire une seconde de plan. T'avais besoin voilà, de faire ça. Et puis ça a duré 2 ans pour le monter, donc après on a eu le temps. Mais T'as gagné le premier plan, du coup, tu me disais? Alors oui, il y a quelques années, 2018 je crois, donc j'étais pas en tant que réalisateur mais en tant que chef-op, mais peu importe, avec un de vos professeurs je crois, Simon Higelin. Ouais. Non, Oui. peut-être vous l'avez. Ouais. Et pour un clip qui n'est plus disponible aujourd'hui sur YouTube, qui s'appelait NTM de Rezinski. Voilà. Et c'était une superbe aventure. c'était un très beau clip, dommage quoi. Oui, je suis très déçu moi aussi, c'était vraiment notre plus beau clip. On va faire un blind test, si ça vous dérange pas. Ouais. Pour l'instant non. Est-ce que ça Mais... vous dérange? Ça me dérange pas du tout, ça dépend de la musique. Ouais, c'est ça. Le concept c'est des musiques assez connues normalement. Ouais. On va vous mettre les premières secondes de la musique. C'est peut-être vous que ça va déranger en vrai, parce que... Vas-y. Tomek va aussi jouer, donc Ouais, voilà. très bien, merci Tomek. Sauf si j'ai déjà vu avant, parce que j'en ai déjà vu quelques-unes. Mais, non, mais sur le podcast, Maison Bleue, t'as dit non, j'y connais rien, et finalement, t'as quand même réussi à trouver pas mal de pochettes. Oui, quoi. ça allait. Est-ce que du coup, c'est bon ou pas, Ulysse? Ok, on est good. Je vais juste avoir les réponses à côté de moi, c'est peut-être plus pratique. Tu connais pas en fait non plus. Je connais pas non plus. Limite, je pourrais participer aussi. Ok, est-ce qu'on est good? Quand vous voulez. Allez, Ulysse, la première, s'il te plaît. The Beatles. Ouais, c'est Ouais. The Beatles. C'est pas Hey Jude, mais Let It Be, je crois, Let It Be, ouais. C'est bien. J'allais dire Je sais pas comment on va faire pour les points. Un Bon, bon joue en équipe. Ouais. Je me mets avec toi, mec. Ah, yes, super. Je me mets avec Flavien, mais j'ai la réponse. Ulysse, le deuxième. Queen. Ouais, mais on s'est dit, tu l'as dit, Rhapsody. ouais, pardon. Ouais, c'est ça. Joué. La troisième. Pour l'instant, t'es plutôt bien parti en fait, finalement. Ça va. Eminem, Lose Yourself. Ouais, Ouais, bien joué. Ok, d'accord. ça va Je sais pas très comment on vite. est niveau points. Il y a un partout pour tout le monde. Ouais, normalement, là- Un partout. Ok, la quatrième. PNL. Oh là là, non. Non, Non, c'est pas PNL. C'est C'est pas PNL. du rock. Oui. C'est du rock. C'est Ah, je Est-ce l'ai. qu'on peut vous The mettre Wall. encore 2 secondes supplémentaires si vous voulez? une petite guitare après. Stop. Oh, bien sûr, putain, c'est mon morceau préféré. Hotel California. Non, Non. 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 mais j'ai Putain. pas le titre. Ah si, Nothing Else Matter. Non, si, si. Matter. Si, c'est ça si. Nothing Else Matter. Je sais plus qui chante ça, c'est C'est Metallica. Metallica. Ah oui, bien joué. Classique. Très bien joué. Je suis nul en nom. artiste, c'est ça qui était écrit. On fait un blind Les test. titres, il mais faut pas les trouver artistes. l'artiste. Et je connais les chansons, mais je connais pas les artistes. On va en faire quelques-uns encore. Vas-y. Ah, 50 Cent, In the Club. Ouais, c'est assez facile. Lui, il est un peu plus compliqué, je pense, peut-être. On va essayer. Ulysse, Si on connaît. Ozone. Ozone. Dragostadin. est-ce que vous avez le nom ou pas? Dragostadinte, Ok. ouais. Bien joué. Attention, c'est que... Cranberries. Ouais, Zombie. Eh ben, en fait, on va mettre des plus compliqués. Hein. Ouais, non, là en fait c'était ma culture, ça. Ouais, Je m'inquiétais. Plus rock. c'est ton adolescence. Mais dans les dernières repas, s'il te plaît, Ulysse. Dans les dernières. Stupéfiant. C'est Levitating le titre, mais j'ai plus l'artiste. Ah, moi, j'ai pas ça. Ah, je connais pas non plus. J'aurais dit Stupéflip, mais parce que ça ressemble. J'ai plus du tout l'artiste.
Oh, c'est horrible. Je vois très bien la tête, mais j'ai pas le nom. Oui, Si je me Dua trompe Lipa. Ah ouais. Ah oui, Mais la j'aurais eu non, la suivante, elle est facile, mais celle-là encore après, juste après. On va faire encore 2. La Bohème, Charles Aznavour. Alors, celle-là. Oh là, Celle-là ça est allait vite. facile. Là. C'était ton classique. adolescence. Ah, ça, Classique. c'est mon cœur, ça. Classique. Ok, encore 2. Je sais même pas, je crois que je sais même pas qui gagne. On n'a pas Ouais, goûté. Et Je gagne, j'ai je pas gagne. clippé Charles Aznavour non plus. Je sais pas quelle anecdote tu voulais sortir. Karen Adams. Ouais. Ouais, voilà. Et tu peux mettre comme tu veux. Laisse. Quoi. Ah, la troisième en partant de la fin. Compliqué. Ouais. Oh, la SketchUp Ouais. Non, accéléré. Ouais. Accéléré. Oh, je sais pas. Ok, Très fort. pas mal. Bonne Bien joué. sélection. On va parler un peu aussi des échecs, parce qu'on en a moins parlé parce que vous êtes des artistes. Là, je suis très nul aux échecs. Non, mais Surtout avec le clip, il y en a. j'imagine que vous avez pas mal d'échecs. Comment vous arrivez à gérer un échec Est-ce que vous vous renfermez sur vous-même? Est-ce que vous repartez directement vers un autre clip? Comment vous gérez un échec? En fait, je saurais pas trop comment on pourrait lier le mot échec à ce que je fais. C'est bizarre de dire ça, j'ai l'impression, parce que je suis trop fort, mais en fait, j'ai l'impression des fois de toujours faire à peu près le minimum syndical. Mais pour moi, l'échec, c'est quand j'ai voulu faire quelque chose, j'espérais quelque chose et que c'est pas arrivé au stade où je voulais l'amener, on va dire. Parce que je me suis jamais, on va dire, planté au point de vraiment que tout soit raté, des choses comme ça. Et en fait, ce qui est dur, c'est de se dire que de le refaire une deuxième fois en mieux, bah, c'est un peu mort, parce que si tu sors quelque chose et qu'à chaque fois tu refais la même chose, c'est pas terrible. Donc moi, c'est plus ça qui m'embête quand j'ai un échec. Après, c'est pareil, on va dire que c'est sur des périodes aussi. C'est qu'un échec sur une période où t'as plein de projets fantastiques qui arrivent à la suite. Bon, bah mince, mais c'est pas grave, j'ai quand même plein d'autres Est-ce choses que à ça faire. te fait peur du coup après pour la suite en disant peut-être je vais échouer du coup sur les autres projets ou... Bah, comme je fais pas forcément tout le temps la même chose, Ok. ça va. On va dire plutôt c'est un projet où tu t'es craqué et en plus il n'y a pas d'horizon à la suite. Oh bon bah c'est fini, peut-être que je suis plus fait pour ça. Alors que... Le jour où tu mets vraiment ta carrière en berne parce que tu t'es chié sur un truc, Ouais, mais je suis c'est jamais mal. arrivé là. C'est vraiment un gros échec. Ouais, c'est un gros échec. Moi, je pense qu'il y a un peu un rapport à l'ego dans l'échec. Donc, peut-être. Faut savoir se mettre de côté. Moi, je dirais que pour passer à autre chose, faut savoir se mettre de côté, parce que ça veut dire quoi, avoir un échec finalement. Donc, c'est pas être satisfait de toi, de tes équipes. Enfin, tu vois, il peut y avoir énormément de choses qui font que soit tu c'est que as ça marche été pas, à l'échec. Donc, évidemment, la première chose, c'est toi, parce que si tu remets pas la faute sur tes équipes, parce que c'est toi qui les diriges, ou alors à l'inverse, c'est que tu as été pas correctement dirigé, ou que tu étais peut-être pas la bonne personne pour faire ça. Moi, c'est plus c'est pas vraiment des échecs, c'est plus des trucs de j'aurais aimé faire des choses avant tel âge, tu vois, et des trucs que j'ai pas fait. Genre Donc, le documentaire, t'en parlais aussi. par exemple, je voulais faire ça avant mes 30 ans et j'ai eu 30 ans, je suis encore dans mon année, mais ça, c'est pas un échec parce que je vais le faire. Par contre, je l'ai pas fait quand Mais c'était une question souhaitais. d'objectif plutôt. T'as pas atteint cet objectif et donc pour toi c'est un échec. Ouais, pour moi c'est un échec parce que j'aurais dû l'atteindre, j'avais les moyens de le faire, j'avais mes sujets, j'avais tout et c'est plus la vie qui a fait que, tu vois, j'ai pris un autre taf, j'ai eu d'autres projets, d'autres clients et que je me suis mis de côté pour ça. Et en fait l'échec il est plus là-dedans, de me dire que je me suis mis de côté pour aller chercher de l'argent, pas pour chercher de l'argent, pour bouffer en fait tout simplement. Et l'échec il est plus là-dedans, je me dis... Ouais, j'aurais aimé mieux séquencer ma vie en me disant, je sais pas, tous les ans, je me laisse 2 mois pour faire ce dont j'ai envie, quoi. Et c'est pas vraiment un échec, mais l'échec, il serait plus là-dedans, finalement. Est-ce que c'est une peur de l'échec aussi avant de vous lancer? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent aussi qui ont peur de se lancer par peur d'échec. Est-ce que vous avez eu cette peur aussi ou pas du tout? En fait, moi, je pense... comme je suis très curieux de base, j'aime énormément faire des choses, même si souvent, ça me met un peu dans... des situations impossibles, dans le sens où j'aime bien dire oui un peu à tout dès que je connais pas, dire bien sûr je vais venir alors que je suis peut-être pas forcément qualifié, mais d'y mettre en tout cas parfois tout mon cœur et puis toute mon énergie pour que ça fonctionne et puis pour apprendre des choses, découvrir des gens, des choses comme ça.
Donc moi j'avoue que de ce côté-là, j'ai pas forcément peur de l'échec. J'ai des fois effectivement peut-être peur de pas être à la hauteur de ce que tu vends aux gens aussi. C'est quand tu es réalisateur et que tu proposes quelque chose à des gens que t'aimes bien ou à des gens qui ont des attentes particulières. Des fois de te dire mince, je vais pas réussir à livrer ce que j'ai proposé. Bah là effectivement ça peut être une crainte, mais comme je sais à peu près où est-ce que j'en suis rendu, on va dire techniquement, qui j'ai autour de moi, les gens avec qui je travaille, parce que mine de rien, trouver des gens avec qui tu te sens à l'aise pour travailler, ou même juste communiquer, discuter de projets, voilà. L'entourage, moi j'ai un entourage qui est artistique et dans des milieux très divers, donc je pense que ça peut aussi beaucoup aider à se dire bon bah là si je me lance, j'ai toujours quelqu'un qui peut me donner des conseils, donc ça va. Après, je dis ça, mais j'ai pas fait énormément de projets très ambitieux où je suis allé plus loin que ce que je pouvais me permettre de perdre aussi. Et vous aurez quoi comme conseil du coup à donner ? Parce que pour se lancer ou alors pour contrer l'échec, on va dire, est-ce que vous en avez eu ? Vous avez des bons conseils Il faut faire déjà, je pense que c'est vraiment la première chose, c'est faut faire. Ensuite, voilà, comme je rejoins grave Flavien, moi ce mot il me disait toujours tu prends tout et on se débrouillera après. Et je suis plutôt d'accord avec lui. Alors quand il disait tout, ça voulait pas dire n'importe quoi, mais c'est pas parce que tu sais pas faire ci que on va pas trouver une solution, que machin. Donc c'est quand même bien s'entourer, demander les bons conseils, pas les bons conseils, demander des conseils, parler justement de ses doutes, de ses peurs, pour pouvoir avancer. Vous avez quand même la chance d'être dans une génération qui est vraiment dans l'expressivité. Vous parlez beaucoup de vos sentiments aussi, et ça c'est vraiment important, et je le remarque avec vous et d'autres de vos âges. Et ça c'est une chance, et donc je pense qu'il faut s'appuyer sur ces gens qui sont bienveillants, qui vous accompagneront, même si ça pourra être brutal. Moi avec les copains, j'ai pas eu que des rapports merveilleux. On a eu des moments difficiles entre nous, on s'est séparés pendant un temps, on est revenus. Mais c'est pas pour ça que qu'on s'est laissé de côté. On s'est quand même toujours soutenu d'une certaine manière, et moi je me sens toujours soutenu par eux aujourd'hui, même si on travaille plus ensemble. Donc faire. Et puis une fois qu'on s'est pris le mur, on analyse. En fait, c'est ça aussi. Il faut dresser des bilans, ça c'est super important. Il faut apprendre de ses échecs. Énormément. Ouais. Et pour moi, dans tout projet, il y a vraiment l'avant-projet, le projet, et l'après, il est très 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 important, parce que finalement, c'est l'après qui te nourrit pour la suite. Donc voilà, faire une bonne analyse de ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, même si c'est un peu dur parfois, il faut se poser les bonnes questions pour mieux faire. Mais je veux dire, c'est quoi un échec ? On n'a jamais perdu personne sur un clip, on n'a jamais blessé quelqu'un. Ça aurait été des échecs, parce que ça voudrait dire... Non, voilà, c'est ça. Ça aurait été plus des échecs, parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas sécurisé, ou qu'on n'a pas fait les choses correctement. Et bon, après, voilà, un clip qui sort pas, moi j'en ai 3-4 qui sont jamais sortis. Bon, bah voilà, on a perdu du temps, mais celui d'après, on a fait mieux. Voilà. En fait, je crois le plus gros échec, parfois, c'est plus le fait des fois enfin moi je sais que c'est des fois de me dire mince, j'ai été hyper généreux sur plein de choses et je me suis oublié sur plein d'autres aspects, et où c'est plus des échecs liés à ma vie hors du travail, parfois où tu te dis bah mince, j'ai délaissé tels aspects parce que j'étais à fond, je comptais pas les heures et choses comme ça, et les échecs peuvent être plus vus par là aussi. Des fois c'est à trop faire et à trop se donner sur un point, et c'est partout dans tous les aspects de la vie. Dès que tu te donnes sur quelque chose à fond, bah faut aussi assumer les conséquences de ce que tu perds à côté, et on va dire que c'est peut-être plus par là aussi que tu peux trouver des échecs. C'est pas forcément pas forcément dans l'audiovisuel, mais plus par ce qui s'est passé du coup à cause de cette volonté de toujours faire et de jamais trop s'arrêter aussi. Plus des échecs personnels que liés au projet en lui-même en fait. Mais du coup, je voulais rebondir là-dessus. On est tous les deux indépendants, et finalement, le personnel et le professionnel sont extrêmement liés, quoi. Je veux dire, il y a un matin, tu dois écrire un clip. La veille, tu t'es tapé, je sais pas, un enfer sentimental, émotionnel, ou truc comme ça. Bah, t'abordes pas les choses de la même manière que si t'étais tout bien tous les jours. Alors, je dis pas qu'il faut être tout bien, tout mal, ou truc comme ça, mais c'est cette zone grise, en fait, parfois, elle est dure à raccrocher, quoi. Tu vois, à un moment, faut quand même savoir se mettre de côté, parce que ça reste du travail. Et en même temps, notre travail, c'est aussi de créer un peu des émotions. Donc, il faut, voilà,
trouver le bon équilibre, je pense, entre une vie personnelle où tu es bien et donc ça aura un impact sur ta vie professionnelle et inversement parce que moi mon bureau il est chez moi, ma journée elle a été pourrie, je suis encore chez moi et il faut pas que chez moi derrière ça soit pourri en fait. C'est ça, on va pas dans un bureau par rapport à d'autres taf ou quoi, c'est complètement différent. Moi je sais que j'ai eu même un moment dans ma vie où je me suis dit mais là je suis obligé de prendre un bureau à côté de chez, enfin de partir et de me dire je fais 10 minutes de vélo juste pour avoir le sentiment d'aller quelque part et de revenir. Et je l'ai fait pendant 2 ans. Après, je suis revenu chez moi, mais j'ai fait une pièce exprès. Ouais, c'est ça, il faut avoir des espaces dédiés. De me dire, en fait, je suis obligé de sortir de chez moi parce que. Et du coup, de me forcer d'avoir des horaires. Parce que si je pars de chez moi et je reviens chez moi pour manger, ça me permet d'être sûr, à un moment donné, de décrocher de quelque chose et de retourner. Parce que c'est ça aussi. Des fois, tu te lèves et tu travailles et tu te couches et t'es encore en train de travailler et des gens qui vivent autour de toi ne travaillent pas à ce moment-là. Tout est un peu mélangé, quoi. Mais ça, c'est lié à l'indépendance, je pense aussi. Ouais, c'est ça. Puis vu que c'est un milieu artistique, notre vie personnelle, elle influence énormément sur les projets professionnels, quoi. Les gens que tu rencontres, tu vois, ce que je vous disais pendant le workshop, tu te nourris de tes rencontres, de ta vie, de tout ça, des films. Mais la société aussi, d'où est-ce que tu vis, ce que tu vis dans ta vie, dans tes connaissances, les aspects joyeux comme les aspects qui peuvent être dramatiques, tout ce qui touche à toi dans ta vie, surtout quand tu réalises, en fait, c'est ce que tu apportes aussi dans ton écriture et dans ta vision. Tu vois, même toi, dans le documentaire, c'est une vision, mais la vision de tes yeux, quoi, et du coup de ton ressenti personnel. Et à quel moment vous pensez que vous avez réussi ? Est-ce que c'est on en parlait aussi tout à l'heure, pour vous, qu'est-ce que c'est avoir réussi ? Solène disait faire son métier déjà c'est déjà incroyable, faire vivre de l'audiovisuel c'est déjà incroyable. Est-ce que vous aussi, pour vous c'est déjà réussir ? Est-ce que c'est un trophée ou est-ce que c'est autre chose ? Moi j'avoue que quand je vais pas bien, je me rappelle du fait que quand je jouais dans le jardin quand j'étais en primaire avec une caméra de mes parents, les caméscopes, voilà, et que je jouais dans le jardin, je me disais là en fait c'est mon métier. Donc à partir du moment où un jeu d'enfant devient un métier, en fait ça va pas si mal que ça. Après le fait que quand je réussis, c'est quand je revois, on va dire 5 ans après, quelque chose que j'ai fait et j'ai pas l'impression de ne plus en être fier. Mais ça m'est arrivé sur, on va dire, tous les projets que j'ai faits. Peut-être ça m'est arrivé sur la dernière année où j'ai commencé à faire de l'audiovisuel, enfin là ma dernière année en cours, où je me suis rendu compte que j'étais à peu près fier de tout ce que je faisais en gros, quoi. Et il y a beaucoup de projets, je me suis dit là ça me manquait de maturité, j'avais pas ma vision. Je faisais des clips parce qu'il y avait une vision de clip qui allait dans un sens et c'était pas moi. À partir du moment où j'ai senti que ce que je regardais c'était moi et mes pensées, pour moi c'est réussi et je suis très heureux. Du coup ça revient aussi sur le fait qu'il faut savoir décrocher de son travail et regarder derrière soi et ce qu'on a fait en fait. Faut prendre du recul. C'est ça, prendre un recul. Mais surtout sur même un truc qui te met une claque qui est pas de toi, tu vois, faut prendre du recul un peu sur tout ça. On parlait de PNL tout à l'heure. Faut regarder combien ils ont dépensé, faut regarder plein de choses en fait, quoi. Et je pense qu'il faut reprendre du recul en général dans sa vie sur beaucoup. Est-ce que pour finir, est-ce que vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui se lance dans l'audiovisuel comme nous par exemple, le meilleur conseil que vous pouvez donner? Faites. J'allais faire une blague, j'allais dire arrête. Faites, c'est mieux. Faites, faites. Et on verra après, tu vois, faites. Et vous verrez pendant aussi, surtout. Et surtout, n'ayez pas peur de le faire à plusieurs. Parfois, pas forcément à plusieurs faire le même rôle parce que ça peut entraîner des discordes, mais de s'aider dans des projets. T'as un pote qui a envie de faire un clip et tu te dis tiens, moi je veux bien t'aider à te faire des sandwichs, à faire la lumière, à faire n'importe quoi, à tirer des câbles, proposer aux gens, voilà, moi j'ai besoin de personnes qui sont intéressées pour faire des costumes, pour faire des décors. Le fait de s'entourer de gens et de sentir aussi une atmosphère de tournage où on n'est pas tout seul, c'est aussi, je pense, hyper important. Parce que un tournage avec des gens que tu connais pas et un tournage avec des gens que tu connais... c'est pas la même aventure. Non. Parce que pour avoir fait des tournages, par exemple, ensemble pendant le confinement, enfin, sortie de confinement, il n'y avait pas le droit au concert. On a fait, je sais pas combien de live sessions.
Le fait de se retrouver en famille, un peu toutes les semaines et de se dire bon bah là on va travailler une journée, mais en fait tout le monde se connaît, tout le monde sait comment fonctionne l'autre, et dans les bons aspects comme les mauvais, mais justement tout le monde s'entraide quand on en a la possibilité et qu'on a des gens qui sont passionnés autour de nous. Autant faire ensemble et discuter ensemble et voilà, parce que l'audiovisuel ça reste quand même un métier où on est plusieurs quand même. Ouais, carrément. Et moi je reviens rapidement sur la réussite, parce que je n'ai pas tout à fait le même point de vue que Flavien là-dessus. Moi j'ai plus un truc, la réussite elle est plus liée à mon bonheur, tu vois. Donc aujourd'hui je fais de l'audiovisuel, moi je kifferais trop avoir un camion pizza, peut-être demain je ferai genre un camion pizza, tu vois, et c'est ça qui me rendra heureux. C'est pas tant, j'ai pas non plus des ambitions de devenir genre The Réal ou The Monteur ou truc comme ça. C'est plus, en fait là je suis bien dans ma vie, ça me le fait, ça fait 10 ans que je fais ça, alors que pendant mes études je pensais même pas que j'allais faire ça. Quand j'ai été foutu à PayPay, je savais même pas ce que c'était l'événementiel, et pourtant j'ai organisé plein de concerts. C'est plus en fait soit se faire plaisir, être heureux, pas trop se fixer de limites. Enfin, les limites elles sont fixées par déjà la vie, tu vois. La vie est déjà assez bridée, quoi. Donc voilà, moi c'est plus un rapport à un bien-être. Et le jour où parce que c'est très compliqué, beaucoup disent qu'on a des métiers passion, mais bon en fait la passion c'est gratuit, la passion ça te coûte de l'argent, mais normalement ça t'en rapporte à peine, enfin, tu vois, et là dès que ça devient rémunérateur, est-ce qu'on peut encore parler de passion finalement? Est-ce que c'est pas donc, du coup ton métier où tu essaies de te raccrocher à un souvenir de passionné, mais finalement tu te mets quand même dans des mécaniques mercantiles en fait, parce que voilà, à la fin du mois, il faut quand même payer un loyer. Ouais, faut payer ton loyer. Et puis même, j'ai envie de te dire, plus que payer ton loyer, à un moment, tu vois, on rentre dans des âges. Enfin, moi, en tout cas, je rentre dans un âge où ça me suffit plus non plus de juste payer mon loyer, quoi. J'ai envie de, après, on peut partir en vacances. Je te dis pas de faire des trucs de fou, tu vois, mais t'as envie d'avoir un petit peu plus aussi. Moi, j'ai beaucoup de clients qui c'est pas forcément les valeurs que j'aurais défendues. Enfin, c'est pas les valeurs ou quoi, mais c'est pas des domaines vers lesquels je me serais dirigé. Par contre, je travaille bien avec eux, c'est super agréable, c'est rémunérateur. Donc voilà, ça me rend bien aussi, autant que de faire un clip finalement pour un artiste. Mais peut-être qu'avec le temps, j'arrive à avoir ce détachement. Avant, moi j'avais la boule au ventre à chaque fois que j'allais faire un tournage et tout ça, parce que et ça, moi je refuse maintenant, quoi. Je refuse de me rendre malade, et pour les autres et pour moi-même. Il faut que tu réalises avant tout ça un tournage, quoi. Ouais, voilà, faut que je sois bien, mais parce que maintenant je sais où je me situe. Et ça a mis beaucoup de temps aussi, et c'est là où c'est difficile au début de la création finalement, parce que tu ne sais pas te situer vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. Donc il faut avant tout s'assumer en tant que personne, et c'est ça la vraie valeur qu'on a, c'est que nous sommes des êtres humains et êtres humaines absolument tous différents, et la valeur première c'est celle-ci. Ensuite voilà, il faut se situer, et ça je pense que c'est vraiment important de savoir où on en est pour pouvoir avancer mieux. Voilà. Ça marche. Bah, du coup la partie touche à sa fin. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être? Pas forcément, non, ça... moi j'ai un dernier mot, je voulais vous féliciter quand même. Oui. Enfin, si, on peut dire ce genre de dernier mot. Oui, tout dire. Je peux le dire. Voilà. Non, ouais, félicitations. Les gens le voient certainement, mais le setup est vraiment cool, l'accueil est super. Ouais. Et puis, on peut quand même remercier du coup les gens qui sont derrière la technique. caméra. Ouais, bien sûr. Manon, Marie, Hélène, Ulysse, Rose et Lila qui est venue aussi. Voilà. Merci beaucoup. Moi, ce sera ça mon mot de la fin. Merci pour votre accueil. Courage pour le montage. Et courage pour le montage aussi. Ça va être long. Du coup, on passe à la partie 2 du coup avec l'équipe de Maison Bleue. C'est bon. Jingle.